Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes en direct de votre émission Le DDS encore, le débat du soir, le talk sur le plus sérieux crédible de la bande FM cancanaise. Gumi Kounia Sabondoro, notre invité sur ce plateau, je rappelle, qui s'appelle Sekou Cissé, chef du bureau régional de l'ONG internationale Agile. Allez, monsieur Cissé, bonsoir et bienvenue dans cette émission Le débat du soir. Et bonsoir à mes confrères. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je crois que toi, tu n'es pas. Tu es un habitué quand même de cette émission. Ah, mais oui, j'ai du temps, je ne venais pas dans ce Voilà, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est une émission particulière. Merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique ni rien. On parle donc de l'agile et de votre parcours, ok? Alors, en quelques mots, qui est M. Sekou Cissé? Ok, merci beaucoup Slem, merci à mon jeune frère Sako de m'avoir invité dans notre studio pour parler vraiment de notre organisation, qui est l'une des plus jeunes organisations dans la région de Kankan, parce que quand vous entendez parler souvent Agile, c'est parce que l'ONG a eu sa naissance dans cette commune urbaine de Kankan, l'initiative est venue des jeunes qui se sont retrouvés pour vraiment mettre en place une organisation afin vraiment de défendre une certaine valeur. C'est ainsi que l'idée est venue à travers les jeunes qui ont eu à travailler par le passé, le Prisme, en Afrique et tant d'autres. Avec le PACD, ils se sont décidés vraiment de mettre en place cette jeune organisation en 2006, le 22 septembre, comme tu le disais, dans l'entente de ta communication le 22 septembre 2006. Et cette organisation de 2006 à nos jours, nous sommes en train de vivre 28 ans d'expérience au niveau national, 18 ans d'expérience tant au niveau national, mais aujourd'hui à Kankan, parce que déjà nos interventions ont commencé. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train vraiment d'intervenir sur des axes aujourd'hui transversales, des axes sur lesquels il y a les départements sectoriels qui se retrouvent dans la mise en œuvre de nos interventions au niveau de la région de Kankan. Et si vous me demandez le parcours vraiment de M. Cissé, c'est parce que M. Cissé a commencé en tant que membre fondateur de cette jeune organisation. Dans les années 2006, nous étions encore à l'université avec nos grands frères qui venaient à peine de terminer leur étude universitaire quand vous prenez l'actuel directeur exécutif de l'ONG Agile, M. Pépé Koibodi, qui avait déjà terminé ses études. Quand vous prenez Gabriel, ils ont tous étudié à l'université de Kankan. Nous étions encore à l'université, parce que moi en 2005, j'ai fait la première année, 2006 m'a trouvé en deuxième année avec l'actuel ministre de l'Habitat, avec Mori Kondé, excellence Mori Kondé, avec qui nous avons commencé. Donc, décidément, nos grands là nous ont conseillé afin vraiment qu'on se retrouve, afin vraiment de mettre en place cette jeune organisation. Le premier nom, c'était Association pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales. Et vu l'évolution des choses, on a quitté dans le cadre de l'association, on est parti dans le cadre un peu macro qu'on appelle l'Alliance actuellement pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales. Alors, à l'époque, il y avait une organisation qui coachait ici les ONG même. Malgré que nous, on n'avait vraiment pas beaucoup d'expérience sur les questions non seulement d'ONG. Donc, il était question vraiment à travers le projet d'accompagner les organisations naissantes afin vraiment de trouver les opportunités, comment dirais-je, avec Eli Action et avec l'Union européenne. Donc, nous avons eu tout premier financement à travers le projet. Et le premier financement, c'était 16 millions. C'était une activité de mobilisation sociale, on passait de 4... C'était en quelle année? C'était en 2016, c'était en 2007. Parce que quand on a une année après sa création. Une année après sa création, parce que déjà on était là, on avait vraiment du mal à pouvoir joindre, ficeler, accoucher les idées de projet, même si on était coaché par les gens. D'ailleurs, nous jeunes qui avaient la responsabilité de pouvoir assurer le fonctionnement de l'organisation, on n'avait vraiment pas du tout d'expérience dans le cadre non seulement de la conception des projets, mais de l'évolution des choses en une année. On a eu un premier départ avec un accompagnement de 16 millions de francs guinéens avec le projet. On a commencé la mise en œuvre sur des activités de mobilisation sociale dans les quartiers. On venait pour les campagnes de masse, sensibiliser la population sur des questions d'ordre spécifique, parce que à l'époque c'était un peu, c'était sur les enjeux politiques, parce qu'on disait à l'époque vraiment que les gens n'arrivent vraiment pas à avoir une certaine notion sur
la gouvernance locale participative. Sur la gouvernance locale participative. Donc il fallait venir non seulement auprès de la population, échanger avec eux pour cette population chasse réellement c'est quoi la gouvernance, c'est quoi les questions de redevabilité. Donc on venait vraiment pour faire ce sondage d'opinion afin vraiment d'amener la population vraiment à occuper sa place. Parce que quand vous parlez aujourd'hui de gouvernance locale, les gens pensent vraiment que ce sont les conseillers communaux qui doivent expliquer, c'est-à-dire le fonctionnement de leur service, alors que la population doit demander des comptes à ces personnes-là qui sont en train aujourd'hui de gérer les ressources qui sont souvent générées comment dire, par la population. Donc nous on était là en train vraiment de donner toute cette idée non seulement à la population afin vraiment qu'on puisse faire un éveil de conscience par rapport aux responsabilités que nous devons défendre face à ces élus locaux-là. Donc nous avons eu vraiment ces initiatives-là que nous avons portées plus haut et au fur et à mesure que nous avons eu aussi d'autres opportunités dans la région et au niveau national. Donc au jour d'aujourd'hui, tout ce que je peux dire que notre organisation aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent qu'une organisation internationale, c'est la vocation que nous avons. C'est une organisation locale qui a une vocation internationale. Parce que souvent, même dans les échanges avec les partenaires... Parce que là-bas, c'est écrit international. Oui, c'est écrit international, c'est une organisation locale, mais à vocation internationale. Parce que l'idée est venue quand... il y a eu un ancien représentant résident de l'UNICEF qui était là à l'époque pendant la riposte Ebola, parce qu'on a eu pas mal d'initiatives, pas mal d'accompagnement des partenaires techniques par rapport un peu à la lutte contre le virus Ebola, qui a demandé, vu l'ancrage de l'ONG agir tant au niveau national qu'au niveau local, est-ce que cette organisation, cette jeune organisation ne peut pas essayer de mettre ses antennes dans les pays de la sous-région? On a pris l'initiative parce que la lutte contre Ebola, c'est nous qui avons assuré le micro-confinement de la population entre la Guinée et la Sierra Leone. Donc c'est ainsi qu'on a eu l'idée vraiment d'ouvrir un bureau à Sierra Leone. Donc c'est là où l'idée est venue vraiment d'avoir une vocation internationale. Donc c'est ainsi qu'on a eu vraiment l'accompagnement de personnes ressources qui nous ont vraiment facilité la tâche, parce que vouloir avoir l'initiative vraiment de mettre une organisation qui a une vision locale, qui a un agrément national, qui veut aller s'implanter dans un autre pays où comment dire, les documents administratifs et juridiques ne sont pas vraiment reconnus ne sont pas encore sur place et ne sont pas reconnus par l'État voisin. Donc on avait vraiment eu du mal, mais vu l'ampleur qui était là, la lutte contre l'Ebola, donc on a eu vraiment l'amabilité de la Sierra Leone de venir implanter afin vraiment d'assurer le confinement et le micro-centrage, parce qu'on a découvert des pays, des villages entre la Guinée où la réticence était très grande. Donc il était question vraiment avec l'ONG Agile et tout le personnel de venir vraiment intervenir dans ces villages-là pour vraiment circonscrire un peu la propagation du virus Ebola à l'échelle des deux pays entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est ainsi qu'on a eu la vocation d'être international, mais au fil du temps, on est en train vraiment de se battre avec la nouvelle équipe qui compose l'organisation. On est en train vraiment de se démarquer à travers nos interventions et à travers l'accompagnement des personnes ressources, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Alors aujourd'hui, 18 ans d'existence de l'AGIL. L'AGIL aujourd'hui est représenté dans combien de partout en Guinée, combien peux-tu la représentativité de l'AGIL en Guinée d'ailleurs? Oui, quand vous me demandez la cartographie de l'ONG AGIL, c'est vrai, nous avons une couverture nationale. Le bureau national se trouve à Conakry, plus précisément au quartier Kipé. Et l'ONG a une représentation dans chacune des régions. Quand je parle des régions, c'est par région naturelle. À Zérekoré, on a un bureau régional et nous avons des interventions dans cette même région qui est en train vraiment d'être assurée aujourd'hui par un chef de bureau qui a le même titre, qui a la même fonction que moi. Parce que n'oubliez pas que quand nous avons des interventions, actuellement à Kankan, nous avons un bureau régional. À Labé aussi, on a un bureau. Et à Farana, dans les jours à venir, nous comptons vraiment mettre en place un bureau pour pouvoir vraiment couvrir l'ensemble du territoire national. Mais déjà, cette représentation par région naturelle là rassure aujourd'hui les partenaires parce que vous n'allez vraiment pas aujourd'hui trouver une organisation aujourd'hui qui a ce ancrage au niveau de ces localités. Quand vous prenez plus spécifiquement la région de Kankan, parce que je suis responsable, on a 5 interventions dans la région, j'ai eu la confiance, le directeur a eu sa confiance en moi
en me nommant, parce que j'étais coordinateur régional, j'occupais seulement d'un seul volet, en me nommant aujourd'hui chef de bureau régional de l'ONG AGIL. Ce qui veut dire que toutes les interventions de l'ONG dans la région, le premier responsable, c'est moi. Au jour d'aujourd'hui, on a 5 interventions dans la région. On a une intervention avec le programme alimentaire mondial qu'on appelle projet intégré, gestion des cantines, nutrition et résilience. Ça veut dire la résilience, ça c'est le volet agriculture. On a une intervention avec Expertise France, PCI, prévention et contrôle des infections. On a 2 interventions avec la Banque mondiale Suède, sous-projet régional d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques avec le Sahel. Donc on a 2 projets, une composante sur l'éducation, une composante compétence de vie en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Et avec le Fonds mondial, on a eu vraiment l'amabilité d'avoir vraiment la confiance du partenaire, le Fonds mondial à travers CRS qui est le sous-récipiendaire. Je vais féliciter vraiment que nous sommes en train vraiment de développer un projet par rapport un peu à la lutte contre le paludisme dans la région de Kankan pour une période de 3 ans. Et avec Suède aussi, nous sommes en train vraiment d'assurer la mise en œuvre de toutes ces interventions-là pour une période de 3 ans. Donc ce qui veut dire que... Mais ici, c'est franchement, c'est... Non, j'en viens parce que il fut un temps, toutes ces interventions... beaucoup de marché alors. Non, toutes ces interventions dans la région... Non, je vais répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de souci, on te laisse parler. C'est vrai qu'il fut un temps, Agile n'était pas sur le terrain, Agile avait des accompagnements qui n'étaient pas aussi de taille. Maintenant, on exécutait sans que les autorités ou les médias ne soient associés dans la mise en œuvre, parce que l'enveloppe n'était pas aussi consistante. Donc, mais avec nos interventions, nos 5 interventions dans la région, on ne peut pas vraiment assurer la mise en œuvre de ces interventions sans qu'on soit accompagné non seulement par l'autorité locale, la mairie, l'autorité administrative, le préfet et le gouverneur, et tous les services déconcentrés des différents ministères. Quand vous prenez le ministère de la Santé, quand vous prenez le ministère de l'Action sociale et le ministère de l'Éducation, parce qu'aujourd'hui on a cet ancrage-là dans la commune, dans la région de Kankan. Nous, notre force, c'est parce que quand nous avons des interventions, les parties prenantes qui doivent prendre part à la mise en œuvre de toutes nos interventions, on s'assure vraiment de leur participation en amont et en aval. Parce que quand nous venons, nous les adressons des lettres d'information pour leur expliquer un peu l'obtention de nos interventions dans la région, mais même dans les actions dans nos missions de supervision, que ce soit supervision mensuelle, trimestrielle, on s'assure vraiment qu'on mette en place une équipe mixte composée d'un personnel d'Agile, un cadre du gouvernement, de la préfecture et des services déconcentrés qui sont concernés, afin vraiment de toucher du doigt nos interventions dans ces collectivités-là. Quand vous prenez compétences de vie, par exemple avec la Banque mondiale, nous couvrons 58 collectivités que couvre la région de Kankan. Donc dans chacune des préfectures, toutes les sous-préfectures sont couvertes aujourd'hui par l'ONG Agile. On a recruté un personnel. La plupart du personnel qui a été recruté ont été recrutés sur place. Et donc le personnel aujourd'hui que compose l'ONG Agile dans la région de Kankan, on n'a vraiment pas besoin d'aller prendre les personnes ressources ailleurs. Ils ont été tous recrutés sur place. Et on a été félicité par endroit que dû au recrutement d'un chargé de com sur le volet paludisme, parce que déjà, quand vous regardez un peu dans les principes qui régissent un peu le processus de recrutement du personnel, surtout parce que le Fonds mondial, c'est un partenaire qui est un peu exigeant. Donc avec ça, il était question vraiment de prendre en compte tous ces processus-là, afin vraiment de voir réellement, est-ce que parce que c'est sur un formulaire qu'eux-mêmes ils ont créé, les gens se sont appliqués et sur la base de ça, on interroge le serveur pour vraiment retrouver les personnes qui sont dans la fourchette. Et s'ils sont là, directement, ils sont automatiquement appelés. C'est pas parce qu'on a passé par des connaissances, parce que nous-mêmes, on avait même des personnes qui étaient en stage chez nous, ils n'ont pas été recrutés parce que déjà il y avait un formulaire qui était dédié par le partenaire. Et ceux qui ont mérité ont été retenus. D'ailleurs, félicitations de passage à Berthe a été recruté comme chargé de com. C'est un monsieur aujourd'hui qui est en train de faire la fierté aujourd'hui de l'organisation à travers la visibilité, non seulement la communication faite par nos interventions dans la région du Kankan, que ce soit par lui, que ce soit
comment dirais-je, Suède dans nos interventions avec le PAN. Et ça, c'est déjà bien. Alors, comment vous parvenez à gérer tous ces projets? Ah bon? Bon, c'est vrai, comme en même temps, au même moment. Comment ça se passe en tant que chef de bureau régional là? Oui. Ok. Vas-y. C'est vrai que notre organisation. Il faut partager vos secrets. Les petits sont non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret au fait. Quand vous prenez la plupart des partenaires techniques et financiers, ils ont un portail qui est ouvert à toutes les organisations. Et le portail, il faut être inscrit dans leur portail pour avoir des opportunités de financement. Il n'est pas dit vraiment que non, parce que tu as quelqu'un tu as un bras long. Non, ce n'est pas le bras long là qui... Voilà, parce qu'on dit souvent que ce ne sont pas les initiatives qu'on finance, mais ce sont les hommes. Mais c'est vrai que les hommes qu'on finance souvent, il faudrait vraiment que ces hommes-là soient capables de produire quelque chose aux bailleurs. Donc nous sommes inscrits dans le portail de la plupart des partenaires que je viens de citer, que ce soit le Fonds mondial, parce qu'on ne vient pas seulement les appels à projets, on ne vient pas te remettre. C'est sur un portefeuille, on vient vous cliquer. Si vous savez vraiment que votre organisation est éligible à ces interventions, si vous pensez remplir tous les critères, tous les critères, vous soumissionnez. Et quand vous soumissionnez, donc, il y a les conditionnalités auxquelles vraiment l'organisation doit répondre. Si l'organisation répond à ces critères-là, moi je pense que on vous envoie l'offre technique. L'offre technique, c'est la partie littéraire où vous décrivez non seulement l'introduction, le contexte, justification, stratégie de mise en œuvre, méthodologie, ainsi de suite, jusqu'au budget. C'est ce qu'on appelle l'offre financière. Vous estimez un coût par rapport à toutes ces interventions. Et déjà, ça trouvera déjà que l'enveloppe, le coût global du projet est donné. On dit que le projet, telle initiative est financée à hauteur de 4 millions de dollars par exemple. Quand vous prenez nos interventions par rapport au PALU, ça se chiffre à 4 milliards. 4 millions 300 000 dollars par exemple. Uniquement le PALU. Pour 3 ans. C'est pour les 3 ans. Pour les 3 ans. Donc 4 300 000 dollars. Vous voyez ce que ça fait. Mais ce montant-là est reparti en des rubriques. Donc si l'ONG vraiment n'a pas l'ingéniosité vraiment de pouvoir convaincre le partenaire pour dire vraiment que moi je prends à tel coup, vous pouvez voir tout de suite que 2 ONG ou 3 ONG, parce que quand vous prenez le truc par rapport au Fonds mondial, il y a 3, au niveau national, il y a 8 ONG qui ont soumissionné. Pour la petite histoire, il y a 8 ONG qui ont été soumissionnées. Et il était question vraiment de retenir 3 ONG. Et sur la base de toutes les évaluations, le Fonds mondial qui a son bureau représenté à Genève, s'est déplacé pour venir évaluer les organisations. Donc il y a 3 ONG qui ont été retenues, dont Agile a été première, suivi de Guidre, AJP 3e. Donc, selon la classification de ces ONG-là, ils ont effectué des missions pour venir voir est-ce que ces ONG-là sont implantées dans la région, existent vraiment sur le terrain, et tenant compte d'un certain nombre d'interventions dans la région. Parce que non seulement ils ont demandé la compétence du personnel, mais aussi et surtout la connaissance de l'organisation par les autorités. Parce qu'il y a un service au niveau du gouvernorat qu'on appelait par le passé Seraco, qui est devenu direction régionale de l'administration du territoire et autres, qui est géré par Madame. Donc à chaque 3 mois, les ONG sont appelées à donner les rapports mensuels, les rapports trimestriels, les rapports semestriels, les rapports annuels. Donc si les ONG, parce que vous verrez vraiment qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont dans la région, mais rares sont ces ONG qui rendent compte, c'est-à-dire à ces services. Voilà, non seulement rapport semestriel, ça c'est les rapports d'activité de 6 mois, rapport annuel. Donc ça c'est, vous faites le bilan de toutes vos interventions dans l'année et vous envoyez. Et annexé au plan d'action de l'année en cours. Donc c'est ce qui prouve à suffisance que l'ONG là s'acquitte vraiment, respecte un peu les procédures par rapport un peu à sa façon de travailler avec les services, les responsables des services administratifs. Donc moi je pense vraiment qu'on n'a vraiment pas de secret pour être inscrit dans le portefeuille non seulement des partenaires qui donnent des subventions, que ce soit avec le Fonds mondial, que ce soit avec la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, ça a été exigé à tout le monde. Quand vous prenez nos 2 interventions dans la région de Kanka Éducation, c'est vrai que nous sommes partis en consortium. Il y a des ONG aujourd'hui, nous sommes en consortium avec ces ONG-là. Quand vous prenez Sénafort, qui a été créé depuis 1989, c'est l'une des premières organisations non gouvernementales qui a été connue en Guinée après non seulement AGBF. Il y a aussi Maison Mère. Donc c'est les 3 ONG-là qui ont formé un consortium pour aller décrocher le projet
à la Banque mondiale qu'on appelle Suède, où les gens, vous entendez souvent, où vous voyez souvent le personnel en train vraiment d'intervenir dans les régions. Donc je pense vraiment que ça a été l'une des exigences parce que ça a été demandé que toute organisation voulant décrocher ce projet-là, il faut vraiment se former en consortium. C'est pour que vraiment les organisations se complètent. Vous voyez, par exemple, nous dans la région, nous avons nos 3 consortiums là, sont en train d'assurer la mise en œuvre non seulement du projet éducation, compétences de vie, mais c'est Agile qui assure le lead, c'est-à-dire le chef de file de la mise en œuvre de cette intervention, c'est Agile. Mais par contre, dans la région de Farana, parce que Suède est mis en œuvre dans 3 régions, c'est un projet qui est en train d'être implémenté dans 3 régions en Guinée. Peut-être que quand ça va marcher à partir de 2025, ça va s'élargir ailleurs pour encore 3 ans. Donc la région de Farana aussi, Agile est représenté à travers le consortium Sénafor, Agile, Maison Mère. Là, c'est la même chose à travers le consortium Maison Mère, Agile et Sénafor. Donc on a eu vraiment à décrocher une enveloppe importante à travers ce partenaire, la Banque mondiale. Allez, félicitations. Je vais reformuler encore ma question. Et c'est vrai que comment l'ONG parvient à gérer ce projet, tu l'as expliqué, mais toi personnellement, en tant que chef de bureau régional, comment tu parviens à gérer tout cela? Oui. Est-ce que vous avez un génie derrière? Non, c'est pas un génie. Vous êtes un génie? Non, je ne suis pas génie. Non, c'est pas ça. Au fait, quand vous prenez, c'est vrai que j'ai commencé ma petite expérience avec cette organisation depuis très fort longtemps. J'ai passé par beaucoup d'organisations, j'ai passé par le PNUD, j'ai passé par d'autres organisations internationales avant de revenir encore à Agile. Parce que Agile aujourd'hui c'est une maison mère. Partout où je vais, mais je vais. Après là-bas, je vais à la maison pour venir servir encore cette organisation qui me tient à cœur. Parce que c'est vrai, nous avons 5 interventions dans la région. Chacune de ces interventions-là, on a recruté un chef de projet. Et tous ces chefs de projet-là rendent compte au chef de bureau. C'est ça, c'est pas parce que c'est aujourd'hui. Tout est décentralisé. Voilà, tout est décentralisé. On fait en sorte qu'il y ait un responsable au niveau régional qui s'assure de la mise en œuvre de toutes ces interventions. Quand vous prenez le PALU, il y a Dr Bachili aujourd'hui qui est médecin, qui a été 12 ans de DPS à Guinée. Donc, en matière d'expérience, je n'ai rien à lui montrer, mais c'est vrai, quand on a la confiance d'un chef, je pense vraiment qu'on s'entend et puis bon, il y a l'émulation entre les cadres et le personnel de l'AGI. Il n'y a pas dit que tel est chef, c'est vrai que je suis très jeune, mais je m'entends avec la plupart du personnel de l'AGI. D'ailleurs, s'il y a des trucs techniques qui viennent souvent, je n'essaye vraiment pas de partager à mon niveau. J'essaie toujours d'appeler parce que dans mon bureau, peut-être que vous allez faire une visite là-bas pour aller visiter. On a même vu une immersion. Voilà, il y a une table qui est installée, malgré qu'on a une petite salle de conférence, mais si on a des trucs stratégiques à réaliser, je pense vraiment que je fais appel à tous les cadres afin vraiment qu'on puisse vraiment venir défendre un peu l'intérêt de l'organisation par rapport à la qualité des interventions. Mais aussi, chacun de nous donne son idée par rapport un peu aux sujets qui sont souvent débattus au sein de l'organisation. Et à chaque lundi, nous tenons des réunions avant que chacun rejoigne vraiment son bureau. Je tiens à ce que tous les chefs de projet, ça dit, faire la proposition des activités qui sont déjà réalisées, les perspectives et les recommandations. Parce que souvent, il ne faut pas attendre à la fin de chaque mois pour vraiment faire l'état des lieux par rapport au niveau d'évolution des interventions. Faites en sorte que, de façon hebdomadaire, que vous intervenez avec non seulement les chefs de projet, afin vraiment de faire le point de la situation par rapport au niveau d'avancement de toutes nos interventions. Et moi aussi, à mon tour, on fait un procès verbal qui est partagé au niveau national, au niveau du directeur exécutif de l'ONG AGI, qui à son tour aussi avec la présidente, parce que quand vous prenez le conseil d'administration de l'ONG, le conseil est géré par une dame, le président du conseil d'administration de l'ONG AGI. C'est vrai que par le passé, c'est les hommes qui se sont succédés, mais ni vu cette évolution. Donc on a dû. Non, c'est partout. C'est le talent qui est. Non, quand vous partez à Gilles, on a 4 comptables. Mais toutes sont des femmes. Non, mais bien sûr. Toutes sont des femmes. Vous verrez, on commence à recruter, on a commencé à un moment donné à recruter des stagiaires, mais la plupart, moi je mets le focus sur un peu la promotion du genre, parce que c'est extrêmement très important. C'est vrai qu'on a évolué avec des gens qui, à un moment donné, c'est pas parce qu'on cherche vraiment à consolider, à amener les gens à y rester agir. Nous formons des élites pour aller servir ailleurs. C'est ça la force d'agir. La plupart des gens avec lesquels nous avons commencé à agir
sont en train aujourd'hui de faire leurs preuves dans des organisations internationales. Quand vous prenez le PNUD, à un moment donné où moi je suis revenu, quand vous prenez la Banque mondiale, la Coopération, vous prenez le PAM, le Programme alimentaire mondial, vous prenez l'UNICEF, nous avons des gens qui ont été formés par AGI et qui aujourd'hui sont en train vraiment de servir auprès de ces organisations internationales, de ces gens du système des Nations Unies. Donc moi je pense vraiment que c'est l'une des forces d'AGI. On ne demande pas d'emblée à quelqu'un de rester. S'il n'y a pas, à un moment donné, l'organisation aussi peut être appelée un jour à ne pas trouver des interventions, à ne pas être capable vraiment de supporter la charge du personnel. Donc il ne faudrait pas fermer la porte à tous ceux qui souhaiteraient vraiment ou qui trouveraient des opportunités ailleurs de ne pas aller. Et si décidément nous avons des opportunités dans la région et qui décident de venir, qui peuvent venir servir non seulement la communauté mais aussi l'organisation. Alors tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de question des chars. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de projets de l'élargissement de l'AGI. Mais maintenant, j'ai des questions à poser, mais avant, je dois et je veux savoir. L'AGI évolue dans quel... Peut-être qu'on a rappelé, mais moi je ne retiens plus. L'AGI évolue dans quel domaine, quel domaine. Et c'est quoi l'objectif, les principales missions donc, de l'AGI aussi? Voilà. Ok. Vos domaines d'intervention. C'est ça, la question. Bon, moi je pense que la mission régalienne de l'ONG AGI, c'est la gouvernance locale et participative. C'est-à-dire venir faire un diagnostic participatif communautaire dans une localité afin vraiment de sonner l'opinion de la communauté par rapport à leurs problèmes. Et nous, ça nous fait une idée de projet. On approche, on vient demander, on vient voir les partenaires. Parce qu'il y a une chose au fait en Guinée, il y a un pays qui a réussi ça en Afrique, qu'on appelle le Rwanda, où les partenaires techniques et financiers, c'est en Guinée où vous verrez vraiment que les partenaires techniques et financiers viennent imposer une certaine intervention. Qui n'est pas forcément adaptée à la population. Mais au Rwanda, l'État définit des politiques. Si le partenaire doit venir avec une enveloppe, c'est-à-dire c'est au partenaire de respecter un peu cette politique-là de l'État afin vraiment de trouver une enveloppe pour appuyer les interventions dans les pays. Parce qu'en Guinée, par exemple, vous pouvez voir un peu les interventions des partenaires techniques et financiers qui concourent avec un même objectif. Quand vous prenez UNICEF par exemple, ce n'est pas pour discréditer une organisation ou ce n'est pas pour faire l'éloge d'une organisation. Vous prenez UNICEF par exemple, vous prenez le programme alimentaire par exemple. Le programme alimentaire mondial PAM évolue aujourd'hui dans le cadre de l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, quand vous prenez des interventions, c'est une intervention qui est dédiée à la FAO. À la FAO, s'occuper de la résilience, venir appuyer la communauté à ce que cette communauté s'investisse beaucoup plus dans l'agriculture. C'est-à-dire on identifie un certain nombre d'organisations à la base qui ont les compétences nécessaires d'appuyer cette intervention et puis sur la base de d'un certain nombre de réalités, on contractualise avec l'organisation et l'organisation assure comme nous sommes en train de faire dans la région. Donc moi je pense vraiment que l'État devrait être aujourd'hui amené non seulement à faire appel à ces agences-là pour vraiment spécifier ces agences-là dans les domaines bien spécifiques. C'est vrai que vous m'avez posé une question très pertinente par rapport un peu au domaine d'intervention d'AGI. AGI intervient dans le domaine de l'agriculture. Nous avons une intervention aujourd'hui avec le projet avec le programme alimentaire mondial. AGI intervient sur les questions de santé communautaire. On intervient sur les questions de santé sexuelle et reproductive. On intervient dans le domaine de la gouvernance locale et participative. Les questions des droits de l'homme, c'est l'une de nos priorités. Mais aussi et surtout l'environnement. Parce qu'on a eu des interventions, quand vous prenez le PAM, là, on a reboisé aujourd'hui un site qui était dégradé à Bananko et à Farabana. C'est des villages fin zéro. Donc, les deux villages-là sont les villages vulnérables. Donc, PAM a fait une étude et ils ont compris vraiment que ces villages-là méritent d'être accompagnés par une initiative locale. Et nous avons porté ce projet-là, on est parti vers eux, on a reboisé un site. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est en train vraiment d'avoir un certain nombre de compétences et même ça on s'est fait accompagner par
le département qu'on appelle le BTGR, qui est venu avec ses ingénieurs afin vraiment de venir évaluer non seulement la qualité du sol pour voir réellement est-ce que les espèces que nous allons planter est non seulement adéquat ça par rapport un peu au type de sol. Donc il y a ça qui est déjà fait et nous sommes aujourd'hui en train vraiment d'intervenir sur les questions de lutte contre le palu qui est un peu dans le domaine de la santé. Justement. Il n'y a pas de souci, donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes en direct dans votre émission Le DDS encore le débat du soir. Vous le savez, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, entre 16h et 17h30. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Sekou Cissé, je rappelle qu'il est le chef du bureau régional de l'ONG Agile, avec qui on parle de cette ONG, mais aussi les ambitions de notre invité, pourquoi pas, donc, ces secrets, vous l'avez compris à travers ces différentes interventions. Alors, M. Cissé, on va faire focus sur notamment donc sur d'autres pans de vos projets, la lutte contre le palu, parce qu'on sait aujourd'hui le paludisme fait partie des pathologies qui tuent beaucoup plus dans les pays en voie de développement, notamment le nôtre. Et dites-nous quelles sont les stratégies que vous aviez menées sur place. C'est vrai que vous avez décidé d'associer donc les médias, ce qui est salutaire, ce qui est une bonne chose. Mais expliquez-nous réellement comment comptez-vous sensibiliser beaucoup plus de populations afin que le paludisme baisse ici à Kankan. Oui, merci beaucoup, comment dire, mon cher Slem, de m'avoir posé cette question aussi très pertinente parce que nous sommes en train aujourd'hui d'assurer la mise en œuvre à travers l'accompagnement non seulement du CRS qui est le PIA, le récipiendaire principal, et Agile est le sous-récipiendaire. La mise en œuvre du projet Palu dans la région de Kankan. C'est vrai que nous sommes en train vraiment d'assurer la mise en œuvre de ces interventions avec l'accompagnement non seulement des autorités locales et administratives, mais aussi les autorités sanitaires, les responsables des districts sanitaires, DPS, Direction préfectorale de la santé et l'IRS qui sont aujourd'hui en train vraiment de nous faciliter la mise en œuvre de ces interventions-là. Sans ces autorités, nous n'allons vraiment pas réussir nos interventions dans la région. Ça, il faut se le dire. Parce que quand vous prenez un peu la lutte contre le palu, la région de Kankan reste aujourd'hui une région qui aujourd'hui est en train vraiment de faire le tableau sombre par rapport à l'intervention du Fonds mondial. Oui, parce que c'est dû un peu au positionnement géographique, parce que la plupart des préfectures que couvre la région de Kankan, c'est les préfectures à potentiel minière. Donc c'est ce qui fait que souvent nous avons des difficultés. Les partenaires qui sont succédés, c'est pas parce que les partenaires qui n'ont pas eu la chance de continuer avec le Fonds mondial ont démérité, c'est parce qu'à un moment donné, il faut vraiment... Voilà, c'est un peu ça. Donc moi je pense vraiment que dans nos interventions, c'est de faire des campagnes de sensibilisation de masse, de médias, comme nous l'avons, les autres l'ont toujours fait avec vous. Parce que c'est vrai que quand vous prenez, il y a deux interventions phares avec le projet Palu. Il y a les CPS, il y a la distribution du MEDA. C'est les deux interventions phares et à l'annexe, vous verrez des interventions, des activités de sensibilisation pour le changement de comportement, à ce que les gens assainissent leur milieu, à ce que les gens nettoient leur environnement, à ce que vraiment les gens utilisent les moustiquaires. C'est extrêmement important parce que la seule façon aujourd'hui d'éviter le paludisme, c'est d'être dans un environnement sain, continuer à utiliser le moustiquaire, même si on vous donne des moustiquaires imprégnés à longue durée d'insecticides, même si on vous donne ces moustiquaires-là si l'environnement n'est pas sain, parce que les gens ne passeront pas tout leur temps sous le moustiquaire, ils sont appelés à un moment donné d'être dehors. Donc je pense vraiment que c'est la communication là que nous allons commencer, parce que j'avais même échangé la dernière fois avec tous les coordinateurs préfectoraux, afin vraiment que même après les activités de CPS là, parce que la CPS aussi est programmée à partir non seulement du fin de ce mois là, parce qu'on a eu la première phase, voilà, le premier tour, ça a été une parfaite réussite quand même. Voilà, il y a eu un premier tour, il y a un délai de 20 jours entre les deux tours, donc à partir du 20 août, il y a le deuxième tour aussi qui va commencer, et le 20 du mois à venir, il y a 4 tours dans l'année, quoi. Donc je pense vraiment que nous essayons de mettre tous les acteurs dans la marche afin vraiment que nos interventions réussissent dans la région. Parce que qui parle de lutte contre le paludisme parle des messages, des sports qui sont souvent réalisés à travers les radios. Parce qu'on a eu, même par rapport à ça, il y a eu un appel d'offres qui a été fait sur la base des critères. Donc on a eu à identifier un certain nombre de médias qui ont eu à réaliser des spots publicitaires pour vraiment donner des messages à la population, aux citoyens lambda qui ne comprennent vraiment pas
la langue de Molière, afin vraiment qu'elles comprennent quels sont... Les sports, ça passe dans toutes les langues. Voilà, ça passe dans... dialectes. Il y a Malinké, Toulara, Soussou... Voilà, on a fait passer les radios avec lesquelles on a contractualisé ce marché. On a eu vraiment à faire passer ces spots publicitaires là pendant les activités de CPS, campagne de surveillance du paludisme saisonnier. Donc je pense vraiment que c'est l'une des forces aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas accepter que vous fassiez des interventions là tout seul. Il faut se faire accompagner par les parties prenantes. Parce que les citoyens sont réticents. Les citoyens, même quand vous partez, la dernière fois, actuellement, c'est le constat même que moi j'ai fait. Là où se trouve le bureau Agile, c'est à RMA tout près. Mais dès que vous sortez du bureau, le rond-point qui vient au niveau de la clinique, là, j'ai vu une famille où on est en train vraiment, ils ont mis des moustiquaires là sur un site maraîcher. Donc moi j'ai demandé au chef de projet afin vraiment de faire une communication avec tous les coordinateurs, parce que la seule préfecture où on ne fait pas de CPS, c'est la préfecture de Kérouane et Pourquoi, c'est parce que le taux de paludisme n'est pas trop élevé. C'est pourquoi les interventions par rapport au CPS ne se font pas dans le district sanitaire de Kérouane. Donc j'ai demandé non seulement au chef de projet de faire des propositions d'activité, afin vraiment d'aller vers la population pour les sensibiliser et d'éviter d'utiliser vraiment ces moustiquaires-là. Parce que quand vous prenez le montant qui est injecté pour l'achat de ces moustiquaires-là et que les gens, par contre, même si les moustiquaires-là sont... Il y a certains même qui vendent. Il y a certaines qui vendent. Cette année, peut-être que toutes les mesures sont... Est-ce que vous avez pris les mesures contre ces oui, les mesures sont prises. Parce que ce qu'il faut surtout dire, les activités de lutte contre le palu, le Mali ne fait pas partie. Cette année pour les 3 ans là. Parce que la plupart, les gens étaient habitués à prendre les moustiquaires à revendre au Mali. Donc ce qui veut dire que toutes les mesures sont déjà prises. Et dès que les campagnes de distribution vont commencer, on va faire toute cette communication pour amener la population vraiment à utiliser de façon judicieuse ou de façon rationnelle les moustiquaires qui vont être gratuitement donnés à ces bénéficiaires-là. Mais aussi demander aux autorités, aux forces de défense et de sécurité, aux autorités administratives de veiller sur le transport frauduleux, non seulement de ces moustiquaires-là. Toute personne qui va se faire appréhender ou qui va se faire prendre par rapport un peu à la vente illicite des moustiquaires, je pense vraiment que la justice, la personne sera déférée, traduite en justice pour qu'il réponde de ses forfaitures. Moi, je pense vraiment que toutes ces interventions-là aujourd'hui, on est en train de les réussir avec l'État, avec le surrécipiendaire, avec d'autres partenaires. Parce que c'est vrai, pour avoir ces interventions, on était obligé vraiment de tendre la main à beaucoup d'autres organisations au niveau local. Parce que c'est vrai, les gens parlent souvent du projet, les gens voient le montant, les gens voient la qualité des interventions. Mais il faut se faire accompagner aujourd'hui par des organisations qui aujourd'hui n'ont pas eu la chance de travailler avec des partenaires techniques et financiers. Nous, on a eu la chance, on a eu la demande de soutien, l'attestation de soutien, demande de reconnaissance au niveau local. Ça, c'est l'ancrage communautaire. On a eu des gens qui sont venus pendant l'évaluation de nos offres techniques et financières, qui ont décidément accepté vraiment d'accompagner Agile pour l'obtention de ce projet-là. Donc c'est ce qui veut dire qu'on ne peut vraiment pas les oublier. Et le passage, je les salue tous. C'est vrai qu'on est en train vraiment de gagner ce pari dans la région. Et Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller dans un instant, mesdames et messieurs. On va poursuivre cette émission qu'on appelle le DDS Mes Couleurs. On va partir avec notre flasher en guillemets. C'est vrai que je ne sais pas le mot dans le dictionnaire. On va trouver donc notre présentateur qui va nous donner l'info en bon manica pour vous. Et il est exactement 17h passé de 3 minutes. Après, on sera là avec M. Sekou Cissé pour d'autres facettes et également d'autres questions, mesdames et messieurs. En tout cas, bienvenue dans le DDS, le talk sur le plus sérieux crédible de la bande FM. C'est bon? Allez, mes amis. Micro. C'est bon. C'est bon. Allez, les gars. C'est bon. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, il est l'heure de Flash Info, présenté par Mamadi Kendemara. Bonsoir Kende.
kafolita kadima kafolita kadile mena beleden na wana fefesini wati mina kitumela adena emission na nayi DDSD kankan adia ketu de ranka wala si amul ko amul ta ko la altulukan bade nu ko le na kanka so ko na tikiro kinami kila ko ko na kala bi tenen so manana utu ko tilita ani fla sangwa fla moi anani na tikiro ne kanyata ani fla wati le dai ku kamre ne si suduri ni ba bordo so ko bordo kinda bordo wati na tikiro 73 bordo mi kila wati na ko bordo rai sudume akini dikra oliro nara kala wati na sunun ko ni ayini dikra na metre bisaba an ko gete wole tre an bu de bante ayimi kila wati na ko reference kanka sukono yano bado nu kabo kanka kula bufa kana nara kala ko accident fana ko kani dikra accident ni simfe accident kani kunu dimasile utu karo tilitani kile sanwa fla moi anani mena ba accident men akeni so e dikra mi do bufa fanfe ewo kila wat mena ku kambol dika kambol menta ale bufa sokonaro delal konuka ayra kanna ko taxi burado le feda wol nani ala burla bana momli ba do kono ba momli ba mitlo ne sla professeur ka so ke wala do ko biadi esla trofe momli mutu timen ko nanadu momli ba ni ko kila so di kam mutu ti ko ni ko kono aniro kon kan yangi subra den ke kusa mutu timen na bodiani atoko ko ni yati na masekela ko ka nya susla den ka bade nu albisa ani na pasi kankan tanka fanandara kala ko di maya do mo tan ansi wol bera lektan ba masron biolo ka so ke albe ay no dam filu dam mina beni ka so ke nono di era kala dam fu dam ko sa kono buri ka trete kono di mi mo ka ke dam maya mo kan okra dam fi men dam na depuis trata de arabale ma utu karo mesdames na depuis araba tamni di ma ni kala pasi so du di kankan tre fa foto ma ko de la bani o la lolo nu sa dam fe meni asani loro di kral do kanadi ba dimba me alban ko adam na sa kono di mi ko ni ka tre to kono buru ka ke albele den ka samedi sa mi ben utu karo tirita ma samwa fla moi anan mena benara ka bal di kankan le tan ba kusa alisi kala kenya ma so ani do kala alnye alama albasra kabo e kan kula kona afrikan la gine masasu ay la gine ka moteme anu mo anu mo lulu wole bra la gine masron bi yoro bawo ka so ke alu timrawa kun kana Egypt fan fira wolo ko ni tora bile ko no tre ka wol ka ke la gine marabate ku na gouvernement li ka so ke adme ba de ko men fan na OIMD wol ka de mena si moment ma kusa alisem ka kala jamana ko la masron ka fara ka botro yaro ko kan jamana na Egypt fan fira wol di moteme anu mo mo lulu rana la gine musomi yaro wole muso keme anu muso si dimi tan ani sendiate udratu la gine biolo bandio ka to ka fara azepila wol ka la mikro do nyen nam sume na salimatu kamarali ka ira ka kuto ya bible wotri ale ere kanka kuba ko sura si ka fara Egypt fan fira wol ko ira kan mada ko ka to ya ta kala alika Egypt fan bare du frafina bitu wanda fina la masake ko lu kagame alika kal ke na ko dinya kono kunu di masima utu karo di tan ani kili sanwa fla mo anan mena kasobu ke alibra ke masadi alla masaya kuntana na ikatre manadi rawo kali ke jamana ko dinya ko kuno kala ngi tako ala baraka to mu bitu woni tembe ni kambo du nyam ka wanda ane atrofe jamana te ani akatre belo RDC ko no ya bulu sina ali da kaya kan ko ka rebeli de me ka alkile na M23 de kurudi ala masala si ala tu kalime fe jamana ko ni ko da ko masatan ko jate mitri de grawo la gine masake fa na to ko na e kuzira la mamadi dunga atri de grawo ali mitri mas dini da gine na mu fani fo esa se wotri agana akakan kala kona fi mas robite na de ma utu ka wotri ka anifla bugo ko ko to ku fa Uganda nara kala kunya matumba do li fana frini de grawo akasabu ke sangila na bilibili di sangi ba wala di grawo afo to alama sasuma ku Kampala nyama tumba mitri ba di grawo ami kila watu na ku kitezi ba wala fugani molka ko ni feda ko su ani tiri mol ko ni mom burani aniro ya kan kawra li nya su bela den ma kuna sika era gabi pa mo rasi mo ani klen jati nya ni fana ya kan ko nyefe wala ra kala ku mom burani aniro sitam nan bela den na angale lam so bana kata kadi alma wala di ni to ni madi kende mara me sistem ko na kan kana si alma ani yumele la bro wassalam. Merci beaucoup Kende Mara pour cette très belle présentation en bon en manica. De retrouver Kende toutes les heures à partir de 9h jusqu'à 18h compte de flash d'information, mais aussi des bulletins d'information. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, le DDS, dans un instant. Nous avons comme invité M. Sekou Sissé, chef de bureau régional de l'ONG Agile. Avec lui, on parle donc de cette ONG et surtout d'autres facettes de l'ONG. Allez, on revient dans un instant juste après la bande annonce.
Productive. Lines. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, chaque soir on donne la parole à ceux ou celles qui font la une de l'actualité, surtout qui font bouger la ville, le pays, pourquoi pas donc dans les différents secteurs d'activité. Et c'est vrai que vous nous écoutez un peu partout via notre page Kankan24. On va lire quelques réactions. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez nous les envoyer sur les standards, pourquoi pas aussi sur la page. Le standard c'est le 629 88 48 48. 629 88 48 48. On va lire quelques réactions sur la page. Surtout Moriba qui nous dit la réception est favorable depuis le Maroc. Merci beaucoup Moriba qui nous écoute, qui nous suit depuis le Maroc. Cette autre réaction, Ibrahim Siré Traoré qui nous dit vraiment l'émission est taillée dans la zone forestière. Merci beaucoup Ibrahim Siré Traoré qui nous écoute quelque part en forêt. Et ambassadeur Levray qui nous dit vraiment c'est très génial. Merci beaucoup ambassadeur Levray. Les réactions à lire sur la page Kankan24.com. D'ailleurs, après l'émission, vous allez suivre l'intégralité sur notre chaîne YouTube Kankan24 Live. Gumé Koumiasa, nous sommes toujours avec notre invité et on va continuer notre débat du soir. Oui, bien sûr, cette autre question adressée à M. Sissé, c'est bien entendu vos critères, les critères de sélection de l'Agile. C'est-à-dire que l'Agile va sur le terrain pour écouter les citoyens, parce que là on parle de gouvernance participative, mais quels sont les critères que l'Agile utilise pour savoir quelle initiative locale a soutenir. C'est-à-dire qu'on vient aux écoutes, certainement il y a ces citoyens qui ont des initiatives, on a des problèmes et on sait comment les résoudre, mais on ne parvient pas à les résoudre parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas d'accompagnement. D'abord, est-ce que l'Agile accompagne les initiatives locales? C'est vrai que ici le bureau de l'Agile est local, mais est-ce que l'Agile, le bureau régional de l'Agile accompagne des initiatives locales? On va parler de nos bas quartiers. Et comment vous faites pour accompagner ces initiatives? Est-ce que déjà les gens ils viennent pour vous présenter leur projet ou comment vous faites? Merci beaucoup pour cette question aussi. Moi je pense vraiment que l'idée initiative locale, c'est parce qu'on vient vraiment, comme ça l'a si bien dit, on vient sonder l'opinion, le problème, connaître un peu le problème du bas peuple. Chez nous, ça fait vraiment une idée de projet, à faire vraiment qu'on se retrouve pour aller vraiment défendre ces idées de projet-là auprès des bailleurs. C'est dire vraiment que est-ce que Agile a trouvé les ressources, Agile dispose des ressources nécessaires pour eux. C'est comme si tu me demandais est-ce que Agile est devenu un partenaire technique et financier. Moi, je pense vraiment que nous sommes dans ce cadre d'ONG. On va à la recherche des fonds, on assure la mobilisation des ressources financières pour des domaines aussi bien spécifiques et puis on vient pour vraiment intervenir sur ces problèmes qui sont déjà recensés à notre niveau et puis on assure un peu la mise en œuvre de ces interventions en tenant compte de l'implication de toutes les parties prenantes pour la réussite de nos interventions dans cette localité. Alors sur les communautés, à la base, comment l'Agile mesure l'impact de ces activités à long et à court terme? Oui, moi je pense que je vous ai parlé ici de nos interventions par rapport au PAM, par exemple. Quand vous prenez l'agriculture, la résilience, le programme alimentaire mondial était en train vraiment de faire un peu la promotion d'une nouvelle variété de riz qu'on appelle le riz tonji. C'est une variété coréenne qui n'était pas encore expérimentée en Guinée. S'agit l'année dernière, qui a eu la chance dans la région de pouvoir vraiment implémenter cette variété-là et amener la communauté à utiliser cette variété-là. Et comment dire, quand vous prenez un peu, le délai c'est 3 mois. Vous faites la riziculture aujourd'hui, en 3 mois, vous faites la récolte. On a eu vraiment à aménager une plaine. Vous donnez ça aux gens gratuitement bien? Non, ils sont assistés gratuitement. En termes de semences, c'est le programme alimentaire mondial qui donne la semence, les engrais et autres. C'est gratuitement donné aux bénéficiaires. Quand vous partez aujourd'hui à Farabana, je pense que, c'est-à-dire la qualité de nos interventions, je ne peux pas dire, la qualité des interventions du programme alimentaire mondial à travers les ONG qui ont réussi
d'intervention de ces projets-là, quand vous prenez AJP, c'était pas juste seulement. Il y avait AJP, il y avait Agile, il y avait l'ONG Odico. Toutes ces ONG-là avaient une composante. Agile a assuré la réalisation d'un étang piscicole. Où? À Farabana. Okay. On a construit un étang piscicole qui sont aujourd'hui. Et ces étangs piscicoles-là aujourd'hui sont empoissonnés. Okay. On a construit 11 bassins. Wow. Les alevins ont été achetés ici chez un prestataire qu'on appelle Kaba qui est à Saint-Kefara, qui nous a envoyé ces techniciens jusqu'au dans ce village-là pour aller empoissonner. Et on a demandé au chargé du programme alimentaire mondial, une malgache qui venait d'être nouvellement nommé en Guinée, pour que l'empoisonnement là soit fait à sa présence. On a des images. On a aujourd'hui, la communauté aujourd'hui est en train aujourd'hui non seulement de s'occuper de l'entretien de ces alevins-là qui sont mis à leur disposition. On a assuré l'aménagement et la mise en valeur de 20 hectares de plaine risicole dans les 2 villages fin zéro. Okay. C'est pour que dans ces villages-là, qu'on ne parle plus de faim, qu'on ne parle plus de période de soudure. Parce que cette variété de riz, c'est quand vous procédez à l'implantation à partir du mois de mai, juin, août. Août, vous procédez à la récolte. C'est pour venir répondre un peu à cette période de soudure-là, qui est la période d'août, à ce que la population ne soit pas, les communautés là ne soient pas amenées à connaître ce qu'on appelle la famine. Donc, ce qui veut dire que dans l'année, il y a 12 mois, on peut faire la récolte 4 fois dans l'année. Wow. Donc, et la communauté, même en pleine saison pluvieuse, parce que c'est aménagé de telle sorte que c'est un système hydraulique qu'on a mis en place à travers un panneau solaire qui alimente la plaine et alimenté à travers ce panneau solaire-là. Et en toute saison, les gens s'investissent dans cette plaine-là. Et c'est seulement Farabana que vous avez choisi bien vous. Farabana et Bananko, il y a 2 villages. Au fait, c'est sur la base d'une étude qui a été déjà faite par non seulement le programme alimentaire mondial à travers le BTG, mais sauf que eux, dans leur politique, ils ne font pas le semis à la volée. Prendre, comment dirais-je, le riz comme ça. Non, on fait le repiquage. Maintenant, ils avaient implémenté ça dans certains villages vers Kumba et Beredou-Baranama, mais ça n'a pas réussi. Donc finalement, ils ont identifié 2 villages. Au jour d'aujourd'hui, les villages revenaient dans lesquels, les 2 villages fin zéro dans lesquels on a eu à faire cette pratique l'année dernière, il y a 3 villages qui ont demandé à ceux que PAM viennent réaliser ces interventions-là sur eux. Donc au lieu de 2 villages fin zéro, on est parti de 2, on est maintenant 5 villages fin zéro. Et la population, on a créé des forêts communautaires avec des espèces de plantes selon un peu le choix des bénéficiaires. Parce que nous ne venons pas avec les espèces. C'est eux qui vont nous dire vraiment voici telle espèce de plante que nous voulons. Et on fait appel aux spécialistes pour demander, pour voir réellement est-ce que ces espèces de plantes-là sont adaptées à ce type de sol. Et si c'est adapté, et s'il est question vraiment de réaménager le besoin de ces bénéficiaires-là, on leur demande, on leur dit, voici ce que nous prévoyons faire par rapport à votre demande. Mais sauf que quand on fait ça, ça ne sera pas rentable pour la communauté. Donc on a fait venir un spécialiste, et même au niveau national d'Italie, ils ont des spécialistes là, dès que l'espèce n'est pas adaptée, ils font le prélèvement du sol, ils envoient au laboratoire, juste en Italie, pour aller vraiment mesurer un peu le type, évaluer le type de sol, voir si possible, si la qualité de cette plante-là est adaptée au sol. Et si ce n'est pas adapté, on demande, on vient à travers des assises communautaires, on fait participer tous les acteurs à la base comment dire, le président du district, le sous-préfet, le maire. Ils viennent, on dresse un procès verbal, c'est le procès verbal là qui est scanné et envoyé aux partenaires. Pour demander, bon, dans le projet, dans le FLA, c'est ce qui était convenu, dans l'accord du projet, c'est ce qui était convenu, mais vu les réalités réelles, tant, voici ce changement-là. Et pourquoi ce changement-là est intervenu, c'est parce qu'il y a ça, et l'autorité locale signe, appose sa signature, met le cachet et puis on envoie aux partenaires. Alors, Islam, si vous permettez, toujours parlant Non, il y a l'une de mes interventions aussi. Et par rapport à la nutrition, par exemple, l'année dernière, on a eu à assister, cette même année, on a eu à assister 21 900 enfants malnutris dans la région de Kanka. Tout ça, c'est l'intervention du programme alimentaire. Ils ont donné des plantes doses aux enfants malnutris. Et ça, c'est l'identification avait été faite par une organisation de la place qu'on appelle AJP. Sauf que c'est Agile qui a eu la chance vraiment d'avoir le volet de distribution de ces vivres-là, ces bénéficiaires-là. Donc, sur la base de ces listes des listes qui ont été remontées à notre niveau,
on a facilité ces activités de distribution des vivres à travers les autorités locales. On a fait l'extrait par sous-préfecture, par district, par secteur pour voir réellement le nombre d'enfants par sous-préfecture, par localité, afin vraiment d'envoyer la quantité des vivres qui doivent être envoyés dans cette localité. Alors, quand vous prenez la gestion des cantines par exemple, la plupart des deux, quand vous prenez les deux villages 20-0, c'est les écoles, c'est les villages où on a des villages à cantine, on n'en a même pas. Donc on a demandé, vous voulez vraiment lutter contre la famine, lutter contre la misère dans cette localité? On a demandé aux parents vraiment d'ouvrir une école à cantine parce qu'on a trouvé vraiment que les enfants qui sont dans le village voisin là quittaient là-bas pour venir étudier à Bananko et à Farabana. Mais sauf que ces enfants-là, pendant les heures de pause, là, 12h, 14h, vu la distance, ces enfants-là restaient, ils n'avaient vraiment pas de famille d'accueil pour venir se faire restaurer. Donc on a fait un plaidoyer au programme alimentaire mondial afin vraiment d'ouvrir deux cantines scolaires autour de ces deux villages 5-0 afin vraiment que les enfants continuent à fréquenter les écoles. Et ces cantines-là sont basiques. En fait, toutes ces réalisations, parlant des cantines et même pour le cas de Farabana, la première question c'est est-ce que ce flux-là est géré par les autorités administratives locales là-bas, ou alors toujours c'est par le détachement des intervenants au compte du projet? Allez-y, parce que ce que je veux enchaîner directement, c'est que quel est le mécanisme de suivi que vous avez mis en place pour que cela perdure dans le temps, pour ne pas que 5-6 ans après, qu'on aille à Farabana encore pour investir dans le même projet, c'est-à-dire concernant la lutte contre la famine? Merci beaucoup pour cette autre question. Moi je pense vraiment que dans nos interventions, on essaie toujours de faire impliquer, non seulement les bénéficiaires sont en premier plan, les bénéficiaires de mes interventions, mais aussi les autorités locales. L'intervention que je viens de vous dire par rapport un peu au programme alimentaire mondial, quand vous prenez les associations mères d'enfants par exemple, c'est une organisation dans les écoles, peut-être que cette structure n'existait pas. C'est une implémentation qu'on a eu à faire dans 2 sites, dans les 2 villages 5-0. Utiliser les mères enfants, parce que les enfants qui quittent d'un village A à un village B, parce que la raison est que le village A n'a pas d'école, les enfants quittent là-bas pour venir. Il faudrait vraiment que dans cette localité, qu'on puisse vraiment identifier des mères enfants qui vont s'occuper non seulement des enfants d'autrui qui viennent d'ailleurs. Après, non seulement la restauration au niveau de la cantine, que ces enfants-là se retrouvent dans ces familles-là. Et on a fait en sorte, il y a les activités journalistes de revenus. Tellement que c'est fait de façon ordonnée. Il y a de ces fonds, il y a de ces interventions, ce n'est pas Agile qui les gère. C'est ce qu'on appelle le transfert cash monétaire. Le transfert cash monétaire, on contractualise avec une institution de microfinance par exemple. Ça peut être Produit ou d'autres institutions de microfinance, comme elles sont nombreuses. Donc, une fois que ces institutions de microfinance sont déjà contractées avec les procédures du PAM, l'Ecobank, on demande à ces bénéficiaires-là d'avoir des numéros de compte SIM où on a l'un de ces deux comptes, c'est-à-dire le compte Orange Money ou le compte Mobile Money. Et nous venons réellement, s'ils ont des difficultés, parce que la plupart sont des analphabètes, s'ils ont des difficultés de ne pas pouvoir manipuler leur téléphone afin vraiment de faire le retrait dans leur téléphone, on envoie quelqu'un chez eux pour faciliter le transfert, c'est-à-dire l'échange, c'est-à-dire le retrait de leur montant. Ou bien s'ils ont des difficultés où ça nécessite non seulement l'implication d'une institution bancaire, parce que la plupart c'est Ecobank, on demande, on fait une lettre, on adresse à au PAM, et le PAM à son tour aussi adresse au DG de l'Ecobank qui fait déplacer ces bénéficiaires-là à leurs propres frais, par les frais non seulement du programme alimentaire mondial, afin vraiment que leurs problèmes soient réglés. Mais on a tenu à ce que les associations de mères enfants qui sont là-bas puissent développer des activités génératrices de revenus, et la plupart des activités qu'ils ont définies, c'est les activités de maraîchage, où le PAM a mis en place des unités de transformation, il y a les unités de séchage. Les unités de séchage, là, c'est à travers, quand vous prenez les fruits qui sont produits chez eux. Parce que la plupart des problèmes qu'ils avaient rencontrés, c'est parce que c'est par rapport un peu à l'écoulement de ces produits-là dans le marché. Parce qu'ils ont un marché hebdomadaire qui n'est pas du tout fréquenté. C'est-à-dire quand ils produisent des fruits, des légumes, au niveau de leur marché hebdomadaire, tous ces produits-là ne sont pas écoulés le même moment. C'est comment permettre à ces bénéficiaires-là de pouvoir conserver
attendre juste à ce que la prochaine semaine arrive, afin vraiment de permettre à la communauté de pouvoir écouler. Donc PAM a mis toutes les actions en place. Ces unités de transformation là sont construites aujourd'hui. Ces unités de transformation sont construites dans ces 2 villages fin zéro, afin de répondre significativement aux besoins de ces bénéficiaires dans les localités. Est-ce que bien dit, on a parlé donc de l'agile, on parle cette fois-ci de M. Cissé. Alors M. Cissé, c'est quoi donc vos ambitions? Bon, moi je suis pas... Activiste, acteur de la société civile, oui, aujourd'hui tu es le chef du bureau régional. Tes ambitions pour le futur, c'est quoi? Être au point focal d'une institution internationale ou bien être expatrié quelque part Bon, c'est vrai, parce que l'homme, il faut avoir des ambitions. C'est vrai que j'ai commencé à un moment donné très petit, animateur, superviseur, chef de projet, coordinateur régional, bon, chef de bureau régional. C'est vrai que j'ai une ambition très, très large. C'est l'ambition que j'ai aujourd'hui, c'est d'aller étudier encore. C'est vrai que je suis titulaire d'un diplôme de maîtrise de l'Université Jules Saint-Laurent de Cancan. Je suis titulaire d'un diplôme de master 2 en management et gestion de projet. Mais c'est que j'ai envie quand même d'aller apprendre encore parce que il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui doivent trouver solution en Guinée. Donc je suis en train aujourd'hui de faciliter ça. Parce que agir aussi c'est sa force. On trouve l'opportunité d'aller former ces cadres et revenir servir aujourd'hui l'organisation. C'est vrai qu'il y a certains qui sont aujourd'hui en train de suivre leur cours de doctorat, de master au Canada, en Russie. C'est financé par Agile? C'est financé par Agile. Oui, il y a le développement, oui. C'est vrai que la plupart de nos interventions que nous avons là, il y a une bonne partie de nos ressources que nous mobilisons au compte de l'organisation qui sont orientées au personnel. Moi, ma formation pour l'obtention de mon master 1 et 2, c'est Agile qui l'a financé. Je n'ai pas déboursé un franc de ma poche pour aller faire. Et quand j'ai eu l'envie, j'ai demandé au directeur si possible, si on peut me permettre d'aller encore étudier. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et même à partir du mois de décembre, le mois de septembre, le directeur il a eu une bourse d'études pour une année. Il doit aller se former au Canada et puis revenir encore servir pour l'organisation. Donc je pense vraiment que si l'opportunité me sera offerte par la direction, le directeur exécutif de l'ONG Agile pour aller encore me former et venir vraiment servir l'organisation, mais aussi les personnes nécessiteuses, je serai apte vraiment à faire afin vraiment d'avoir une dimension à l'international pour aller dans les organisations internationales. Mais exactement, qui est derrière l'Agile? Qui est derrière Agile? Ce sont des personnes. Quand vous prenez Agile, c'est vrai que. Non, je m'en vais au fait lever cette équivoque. Les gens, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui, à un moment donné, ont servi Agile, mais avec le changement de régime, qui se sont retrouvés dans la gouvernance mondiale. Le ministre Moro Kondé, il n'a pas été le tout premier directeur exécutif de l'ONG Agile. Parce que j'étais là, dès les premières heures. Certains disent que c'est pour lui, mais c'est... Non, l'organisation n'appartient à personne. Vous savez, parce que non, c'est vrai. L'organisation n'appartient... Non, attendez, écoutez. L'organisation, vous savez, ce qui tue l'organisation en Guinée, c'est le paternalisme d'elle. Normalement. Dire que non, c'est moi qui suis le propriétaire de l'organisation. On n'est plus dans ce stade-là. Mori Kondé n'est pas le propriétaire de la... Il n'en est en rien. Dire qu'il est... Non. Il a été à un moment donné directeur exécutif de l'organisation d'Agile avant qu'il ne soit nommé ministre de l'administration. Comme l'actuel directeur. Comme vous, est-ce qu'il a été membre fondateur comme vous? Mori Kondé. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un membre. Mais même à l'époque, c'est pas lui qui était là, directeur exécutif. On avait un secrétariat exécutif qui était géré par le confrère qui est actuellement directeur exécutif de Enfants du Globe, Abdoulaye Sow. Il a été le tout premier responsable dès les premières heures de la naissance de l'Agile à Cancan. Il a été le tout premier responsable. On était coachés par les Pépé, les Gabi, les Morion, nous étions tous là. Mais sauf que par endroits, il y a certains qui faisaient le collège, le lycée. Nous étions encore à l'université avec tant d'autres. Il y a certains qui avaient terminé les études. Donc je pense vraiment que dès qu'il a été, parce que déjà c'est l'Assemblée qui est souveraine. Quand vous prenez l'organigramme d'une organisation, il y a l'Agile. Seule l'Assemblée est souveraine. Et dès qu'il a été nommé ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'Assemblée s'est retrouvée. Et n'oubliez pas que tous les chefs de bureau, à l'époque, moi je n'étais pas chef de bureau, j'étais coordinateur régional. On est parti à Conakry pour aller statuer un peu par rapport à cette décision-là.
Parce qu'il a été nommé, il était le premier répondant devant les bailleurs. On avait encore des interventions dans certaines localités, donc il fallait vraiment assurer la relève. Quand lui l'a quitté, il fallait désigner quelqu'un pour remplacer Morikondé comme directeur exécutif de l'ONG. Et c'est ce qui fut fait, et le choix a été fait à l'unanimité. Il a transféré tous les biens de l'organisation appartiennent à l'organisation. Ça n'appartient pas à une personne. Morikondé ne s'ingère pas. Il ne s'ingère pas. Bon, il ne s'ingère pas. Il n'a vraiment pas cette compétence ou cette capacité de pouvoir s'ingérer dans les affaires de l'organisation quand on sait vraiment que les membres fondateurs sont déjà là. Et le conseil d'assemblée générale se tient, l'assemblée ordinaire se tient sans que personne ne rende compte au ministre. Donc je pense vraiment que la seule personne à qui on nous rend compte, c'est la direction exécutive et puis c'est la PCA, la présidente du conseil d'administration. Et si je comprends bien, Morikondé n'a rien à voir maintenant. Il n'a rien à voir. C'est important quand même d'éclaircir. Donc, il n'a rien à voir. Vous ne trouverez aucun document officiel de l'organisation. Même on est en train aujourd'hui de travailler sur toutes les effigies qu'on avait à faire, qu'Agile avait par le passé. Parce que dans la plupart des cas, quand vous partez dans la grande salle de formation, il y a des adresses où c'est santé où il a son nom. Donc aujourd'hui, on est en train vraiment de retravailler tout ça là. Même le site web où il avait, on est en train vraiment de corriger tout ça pour ne pas vraiment donner la chance à ceux-là qui sont en train de dire aujourd'hui qu'il y a une main noire derrière l'organisation qui est en train aujourd'hui de coacher. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on avait disparu. C'est pas parce qu'on n'avait vraiment pas d'intervention en Guinée, mais c'est seulement dans la région de Kankan où nos interventions vraiment étaient tombées en compte-gouttes. Mais à partir du moment que les choses ont repris et puis on a restructuré les choses, ce n'est plus comme par le passé. Donc je pense vraiment que le directeur qui est là sous son leadership est en train vraiment de bien gérer les choses afin vraiment qu'on puisse continuer d'être en confiance avec les partenaires techniques et financiers. On va clore. Dernière question. Vas-y. Agile, on parle de jeunesse. Est-ce que l'Agile accompagne les jeunes? Quand je dis accompagne les jeunes, c'est peut-être initier des sessions de formation pour ceux-là qui ont, comme je parle à tout le monde, parce que moi, souvent, parler de renforcement de capacité, tout le monde n'a pas de capacité. En tout cas, impliquer les jeunes. Tout à l'heure, on parlait de gouvernance participative. Comment est-ce que les jeunes pourront se retrouver dans la vie publique, se retrouver dans le processus démocratique? Comment éveiller ces jeunes dans ce sens-là? Parce que vous avez été à l'université, vous avez pu le faire. Aujourd'hui, vous êtes au haut niveau, vous allez dire ainsi. Comment est-ce que souvent l'Agile prend l'initiative de regrouper les jeunes pour les former, les initier à des trucs, les appeler aussi à participer à la vie publique, Oui, bien sûr. Ou est-ce que l'Agile attend forcément des financements? Non, ce n'est pas forcément d'attendre des financements. C'est vrai que la plupart de nos interventions que nous avons, on dédie une partie de ces ressources-là pour ces initiatives qui viennent souvent, même s'il n'y a pas de financement. Il y a le résultat des organisations. On a fait faciliter beaucoup de formations ici, mais sauf que des initiatives sont souvent créées, formalisées, mais dont l'accompagnement souvent fait défaut. Nous, on n'a pas la force vraiment de dire vraiment que quand vous regardez, quand vous faites le répertoire aujourd'hui des organisations qui sont créées dans la région de Kankan, vous faites le répertoire et vous faites le bilan de ces organisations ou de ces associations qui bénéficient des interventions, vous trouverez vraiment que ça ne répond vraiment pas aux aspirations. Parce que l'idée, quand vous partez voir aujourd'hui les plateformes des organisations de la société civile, vous leur demandez il y a combien d'organisations qui sont affiliées à votre plateforme, ils vous diront qu'ils sont au nombre d'une centaine. Normalement. Mais les centaines, quelles sont ces organisations aujourd'hui qui sont avec eux? Donc moi je pense vraiment que des initiatives qui sont souvent créées à la base, si ça nécessite forcément l'implication de l'ONG Agile dans le cadre du renforcement de capacité, c'est l'une de nos forces, c'est l'un de nos domaines d'intervention, dans le cadre non seulement de l'appui financier, parce que l'appui financier, on ne peut pas dire vraiment que faites la conception d'une idée de projet, puis vous venez que Agile valide. On n'est pas d'accord. On voit un peu dans votre budget, est-ce qu'il y a une ligne aujourd'hui, il y a une ligne dans ce budget-là que Agile peut supporter? Ça peut être une contribution de l'ONG Agile. Et dans ça, nous avons notre salle. Moi, depuis que je suis coordinateur régional de l'ONG Agile depuis 2018-2017, si j'ai bonne souvenance, aucune organisation naissante n'est venue vers moi pour la location de ça et que je l'ai demandé de payer. Ça,
Je ne l'ai jamais fait. Ouais, moi, je que ce soit les hommes que ce soit les hommes de médias. Ouais. Je mets la salle à ta disposition gratuitement. Ouais. Et même je mets tous les accessoires du bureau à ta disposition gratuitement. Même le forum que moi j'avais initié là-bas et M. C m'avait donné gratuitement. Que ce soit les journalistes, il y a un certain nombre d'acteurs. Il faut vraiment, tu ne peux pas vraiment réussir un pari dans la région et que tu sois le premier à demander quelque chose à ces acteurs. Ouais. Ce que vous faites pour les organisations est plus que ce que nous vous apportons. C'est extrêmement très important. Parce que les communications que nous faisons ici, là, on nous donne bien. Mais si vous aussi, en contrepartie, vous avez besoin de moi pour la location d'une salle, même si ma salle est à 1 million, mais je vous dirais vraiment, venez. Tenez votre activité. Que ce soit pour les autorités locales, la dernière fois, le gouvernement m'a appelé qu'ils ont une activité, mais que l'activité n'est pas budgétisée. Je ne cherche même pas à comprendre quel est le budget lié à ça, ou bien quel est le bailleur qui organise. Venez chercher vous. Donc les services administratifs, les services déconcentrés, les journalistes, et toutes ces parties prenantes-là, notre porte est gratuitement ouverte à ces gens-là pour venir tirer leur activité. Que ce soit pour les formations, que ce soit n'importe quelle activité. Je n'ai même pas besoin de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de gagner derrière tout ça là. Mais l'idéal vraiment c'est une contribution pour l'organisation, en fait des organisations qui souhaiteraient vraiment venir tenir des séances de formation dans les deux salles. Et c'est un mot de plus. En tout cas, merci beaucoup, M. C, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ainsi pour faire cette émission de ce soir, le DDS encore, le débat du soir, le talk show, le plus sérieux et crédible de la bande FM. J'espère très bien que vous avez eu beaucoup d'informations autour de l'Agile et surtout les différents projets et la genèse, l'historique, les ambitions, les objectifs, les principales missions. Que dire aussi des ambitions de notre invité, M. Sekou Cissé, en tout cas une émission à retrouver sur la chaîne YouTube de Kankan 24 et Kankan 24 Live. Merci à tous qui nous ont suivis via le live Facebook à travers notre page Kankan 24. Merci Gumé Kounia Sako, le co-animateur de l'émission. Et on vous donne rendez-vous demain avec un autre invité. À tous, on vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de BAT FM. Et surtout, n'oubliez pas, demain aux environs de 6h30, on va vous relever au compte du réveil de Slam. Salut. Ah, tu as bien fait de lever l'équivoque, quand même nous c'est ça on a pensé. Tu as bien fait de lever l'équivoque. C'est ça les gens disent que... ça c'est... Bravo pour moi quand je suis venu à Guinée, ce qu'on m'a dit, et là j'ai la partie en mode. Ah bon? Souvent c'est important de... Mais ça dit là.